Bienvenue sur le podcast dédié à la collapsologie et réalisé par les étudiants du Master Startup et Développement Numérique. Nous sommes en 2035 après Jésus-Christ. Toute l'humanité est atteinte d'un virus lié à la pollution. Toute ? Non. Car une ancienne école peuplée d'irréductibles normands résiste encore et toujours à l'épidémie. Ces vaillants anciens étudiants de l'EM Normandie survivent grâce à une potion magique dont l'ingrédient principal est l'or. Malheureusement, cette ressource se fait de plus en plus rare. Et les étudiants restants pourraient bien être les derniers de l'histoire de l'humanité. Talix, étudiante de l'EM Normandix, participe à l'Assemblée plénière de l'humanité qui regroupe tous les survivants et qui a lieu à Caen en Amphi 5. Le druide de l'école, Jean Guix, est à la tribune et fait le constat suivant. Nous sommes à court de potions. L'or, qui est l'ingrédient principal, se fait de plus en plus rare et sans cela, il n'est plus possible de fabriquer cette potion. Nous sommes donc dans la mouix. Une grande question se pose alors. Que faire du peu d'or qu'il reste ? Tous les survivants sont d'accord. Ils vont utiliser les dernières ressources pour survivre et ce jusqu'à leur extinction complète. Talix se rappelle alors de la légende qu'elle a entendue étant petite. Il existe une alternative à l'or qui se trouve dans la sève du dernier arbre sur Terre, insensible à la pollution ou toute autre catastrophe naturelle. Pour elle, il est juste impensable d'accepter l'extinction de l'humanité et tout doit être fait pour trouver cet arbre. Elle se lève d'un seul coup dans l'amphithéâtre, s'insurge de cette décision et se propose d'aller à la recherche de l'arbre, même si elle doit y laisser la vie. Tout le monde s'oppose à Talix. « Tu es folle, ce n'est qu'une légende, lui disent certains. Est-ce que tu te rends compte que tu vas avoir besoin de l'ensemble de la potion magique pour aller jusqu'à cet arbre que tu n'es même pas sûr de trouver ? Tu veux nous sacrifier alors qu'on pourrait vivre un peu plus longtemps tranquillement et profiter de nos derniers mois ?» Talix le sait. Elle est bien au courant qu'elle pourrait faire comme eux et juste accepter ce destin, mais il est impossible de s'imaginer que tout puisse s'arrêter. Elle veut tout faire pour assurer la pérennité de l'humanité. Un brouhaha général se répand alors dans l'Amphi 5. Un bruit sourd retentit. La porte s'ouvre violemment. Une silhouette apparaît dans la pénombre. Un lourd silence résonne dans la pièce. Un homme, que personne n'a jamais vu, apparaît. Il est très grand, très imposant, vêtu d'un pantalon et d'une veste en fourrure. Ses cheveux tombent dans le creux de son dos et sa barbe est tout aussi impressionnante. Plus personne ne parle. L'amphi est pétrifié. L'homme s'écrie. L'arbre dont parle la jeune fille existe vraiment. C'est un cèdre qui se trouve au sommet de la montagne Tibidabo. La sève de cet arbre peut tous vous sauver. Mais pour y aller, c'est un chemin semé d'embûches qui vous attend. Seuls les plus courageux d'entre vous peuvent arriver à destination. Cette aventure nécessite beaucoup de sagesse et d'humilité. Si vous le souhaitez, je peux vous y conduire. Talix n'hésite pas une seule seconde, elle s'approche de l'homme et lui tend la main. Elle se présente et l'implore de l'emmener jusqu'à cet arbre. L'ensemble des survivants de l'EM Normandix assistent à cette scène impuissants. Jean Guix, dans sa grande approbation pour qu'elle puisse aller jusqu'à l'arbre et revenir. Elle a 2 mois pour réussir sa mission. Talix se met face à ses camarades et réalise qu'elle a désormais leur vie entre ses mains. Elle prend une grande inspiration, regarde une dernière fois ses camarades et quitte la salle accompagnée d'Omar. Ils commencent leur épopée. Ils marchent pendant des heures, cela leur semble interminable. C'est comme si le temps s'était arrêté. Tout est figé. Talix souffre et a du mal à s'oxygéner. La dose d'or qu'elle a ingurgitée avant de partir pour la protéger de la pollution commence à diminuer. Pour avancer, il faut escalader les montagnes de déchets qui se sont formées, enjamber des cadavres, lutter contre la fatigue. Le manque de nourriture commence à se faire sentir. Aucune plante ne pousse. Les animaux sont tous morts. Talix, tremblante, se demande comment Omar a fait pour survivre à tout ça. Omar, sur un ton grave, lui dit « Tu sais, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Nous sommes juste différents. Je te l'ai dit, la légende de l'arbre est vraie et vous sauvera tous. C'est la seule solution, crois-moi. » Reboosté, Talix a envie de faire confiance à Omar. Tout à coup, un bruit attire leur attention. Ils aperçoivent un vieillard derrière la fenêtre d'un bâtiment désaffecté. Son visage effraie Talix.
Les ravages de la pollution, c'est terrible. Son teint est verdâtre, son visage est creusé, ridé, ses yeux sont jaunes. Comment a-t-il fait pour survivre? Il leur demande de s'approcher. Talix s'avance prudemment et ouvre la porte. Le vieillard lui murmure. « Qui êtes-vous? Où allez-vous comme ça ?» Talix lui répond qu'ils viennent de l'EM Normandie et qu'ils cherchent la sève. Elle l'interroge. « Comment cela se fait-il que vous soyez encore en vie ?» Le vieillard leur dit « Je savais que ce jour allait arriver. » En fait, des années avant la catastrophe, il avait construit sur les îles Caïmanix un laboratoire secret pour produire de l'or. Selon le vieillard, cet arbre n'existe pas. Il leur affirme qu'il a croisé le chemin de plusieurs personnes qui cherchaient l'arbre sans jamais revenir. Selon lui, c'est une légende. Il leur explique qu'il a caché une partie de sa production dans un coffre à quelques kilomètres d'ici, qu'il est bientôt à court d'or, mais trop vieux pour aller le chercher seul. Il leur promet un pochon d'or s'il l'aide à aller chercher son coffre. Talix acquiesce sans hésitation. Omar fait tout pour la raisonner. « Mais Talix, on ne peut pas accepter, tu sais bien que c'est l'or qui a mené l'humanité à sa perte. » Talix hésite. Elle commence à douter. Elle pense à sa famille. Peut-être ne reviendra-t-elle jamais? Et si ce vieillard avait raison? Malgré tout, elle décide de croire Omar et refuse la proposition du vieillard. Talix et Omar poursuivent donc leur épopée. Bien que toujours très troublé par cette rencontre surprenante, Talix sent que la décision prise est la bonne. Il traverse un bâtiment où seules les poutres de béton tiennent encore debout. Et encore, certaines seulement. Des centaines de papiers gisent au sol, d'autres se soulèvent, portés par le vent. Elle se baisse et saisit un document. Un choc violent la frappe. L'angoisse la saisit. Son cœur se serre. Elle reconnaît cette feuille qui est la sienne. Une vieille copie corrigée par le professeur Schmix. Elle se remémore les mots difficiles qu'il lui avait rabâchés. « Talix, elle sèche, elle sèche. Votre problématique n'est pas une problématique. À quoi vous intéressez-vous? Qu'est-ce que vous y connaissez ?» Bon, c'est vrai qu'elle faisait beaucoup la fête, qu'elle utilisait ses 20% pour quelques grasses matinées, qu'elle évitait de justesse les rattrapages, qu'elle ne faisait pas plus que ce qu'on lui demandait. Quel gâchis! Tant de connaissances qui se présentaient à elle et qu'elle n'avait qu'à saisir à la volée. Omar voit bien que Talix est en train de défaillir. Il sait qu'elle ne sera pas capable d'affronter le reste du chemin. Pas dans cet état, pas à temps. Il essaie de la rassurer, puis réalise un véritable discours d'encouragement. C'est ce qu'il lui fallait. Quelques mots intenses qui provoquèrent en elle une émotion si forte qu'elle en avait envie de déplacer des montagnes. Une émotion, c'est ce qu'il lui fallait. Quelques mots intenses qui provoquèrent en elle une émotion si forte qu'elle en a envie de déplacer des montagnes. Elle reprit confiance en elle et s'automotiva. Après tout, évidemment qu'elle valait mieux que ça, qu'elle ne pouvait faire mieux, qu'elle allait faire mieux. La montagne sur laquelle se trouve le dernier arbre n'était pas si loin. Sa sève les sauverait. Mais il fallait aller la chercher, et elle était maintenant plus motivée que jamais. Omar et Talix marchent, escaladent les décombres et traversent d'épais nuages de pollution. Ils ont soif, mais de toute fontaine ne sort qu'un liquide étrangement orangé. Après plusieurs jours de marche, ils ont l'impression que le paysage s'éclaircit. Talix lève les yeux et voit la montagne s'élever devant elle. L'arbre n'est plus qu'à quelques mètres. Pourtant, c'est une ombre gigantesque qui se dresse devant elle. Elle se retourne et elle voit apparaître un animal mi-dragon, mi-corbeau. Talix se rue vers un objet tranchant situé à quelques mètres d'elle qui pourrait lui servir d'arme. Elle s'en saisit et commence à fendre l'air de toutes ses forces. La créature laisse éclater un rugissement effrayant. Omar souffre et tente d'arrêter Talix. Mais rien à faire. Elle s'élance et entaille la patte de la créature. Omar hurle de douleur. La jeune femme l'entend. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend plus. Elle accourt vers Omar, qui lui explique que cette créature est une réincarnation de l'âme du cèdre, tout comme lui. Talix est surprise. Si le rôle d'Omar était de l'accompagner et de la guider, quel est celui de cette créature? Et si l'enjeu n'était pas de la combattre, peut-être que son rôle est surtout de protéger le cèdre majestueux, de nous expliquer comment faire pour exploiter cette ressource inestimable. Et si la communication était la clé de cette bataille, que le message est de savoir se reconnecter avec la nature. Alors, Omar et Talix
tente d'établir un dialogue avec la créature. Après de grands mugissements, celle-ci se calme et fait comprendre aux deux compères qu'il est trop tard. Il aurait fallu arriver avant. S'ils prennent la sève de l'arbre maintenant, le cèdre mourrait. Alors que c'est grâce à ce cèdre que la planète pourrait se dépolluer en 300 ans d'après la légende. Talix repart sans la sève. Elle descend la montagne accompagnée d'Omar. Elle est complètement abattue. Elle a échoué dans la mission qui lui était confiée. Une fois arrivée en bas de la montagne, Omar lui explique que c'est ici que leurs chemins vont se séparer. Il est temps pour Talix et lui de se quitter, mais elle se doutait que ce moment allait arriver. Bien que la mission ne fût pas réussie, elle n'oubliera jamais sa rencontre avec Omar et tout ce qu'il lui a appris. Après des adieux déchirants, elle regarde Omar partir, sa silhouette s'évapore dans la brume. Assommée par la perspective de cette longue marche, Talix rentre dans une méditation profonde qui l'amène à repenser au sens de sa quête. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer à l'EM Normandix, sachant qu'elle n'a pas réussi sa mission ? Talix s'interroge de longues heures durant. Le paysage dévasté défile lentement. Elle s'efforce de chasser ses pensées noires. L'idée d'un suicide lui traverse même l'esprit. Sacrifier l'humanité n'est-il finalement pas la meilleure chose à faire ? De toute façon, sans la sève, tout le monde est condamné. Veut-elle être cette personne qui annonce la terrible nouvelle ? Ses pas se font plus lents. Elle s'effondre au sol. Gisante, elle veut abandonner, mais elle repense à ses camarades de l'EM et aux valeurs que son école lui a inculquées. Audace, courage et loyauté. Baisser les bras ne lui ressemble pas. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait et il faut qu'elle porte ses responsabilités. Peut-être que ses camarades comprendront, peut-être qu'ils lui pardonneront. À cette pensée, elle se relève difficilement. Elle se sent très faible, mais il est de son devoir de retourner à l'école. Talix peine à retrouver son chemin. Elle ne reconnaît plus la route. Elle souffre de plus en plus. Elle pense qu'elle n'y arrivera jamais. Tout à coup, elle aperçoit un vieux panneau de signalisation au sol qui attire son attention. Oui, elle ne se trompe pas. C'est bien le logo de l'EM Normandix. Elle n'est pas loin, elle en est sûre, elle continue. Elle aperçoit le bâtiment, enfin. Mais quelques mètres plus loin, elle se rend compte qu'un fleuve est sur sa route. Sa couleur orangée est étrange. Une odeur de pourriture se dégage. Le courant emporte tout sur son passage. Des milliers de déchets coupants flottent. Des morceaux de chair passent par centaines sous ses yeux. Il est impossible de le traverser. Les deux rives sont trop éloignées. Aucun moyen, si elle tente de la traverser, c'est sûr qu'elle va mourir. Abattue, affaiblie et désespérée, Talix s'effondre. Je ne peux pas mourir ici. Après tout ce voyage, pas maintenant. Si Omar était avec moi, il m'aurait sans doute trouvé une solution. La jeune femme lève la tête et aperçoit l'animal mi-dragon, mi-corbeau dans le ciel. Il s'approche d'elle et lui fait signe de monter sur son dos, comme pour la remercier d'avoir protégé la nature. La créature lui fait traverser le fleuve et l'amène jusqu'à la colline aux oiseaux. Depuis cette colline, Talix aperçoit l'entrée de l'EM Normandix. Lessivée par son odyssée, une dernière épreuve l'attend, la plus difficile de toutes. Dans quelques minutes, elle franchira le porche de l'école et devra assumer son échec. Le monde s'effondrera. Jean-Guix l'avait missionnée. Elle a échoué et son échec va emporter tous les survivants. Talix, audacieuse étudiante, va porter sur ses épaules la responsabilité de l'extinction de l'humanité. À mesure qu'elle s'approche du bâtiment, elle ne reconnaît plus le campus. Il semble enveloppé d'une couverture verte et entouré d'une bulle de protection. Surprise, elle se demande si les survivants n'ont pas abandonné l'école. Dans la cour, l'écho d'une intense activité lui parvient. Talix porte tout le fardeau de son échec. Elle inspire profondément avant de toquer doucement. Quelques instants qui semblent des heures passent. Jean-Guix se ouvre. Il sourit et prend longuement Talix dans ses bras. Les larmes coulent sur le visage de la jeune fille. Comme pour se débarrasser de la nouvelle, sa voix tremblante annonce « Je n'ai pas de sève. Je ne rapporte rien. Nous sommes perdus. » Jean-Guix pose un baiser sur son front et la prend par la main. Il lui fait visiter le campus. À la grande surprise de Talix, personne ne remarque vraiment son retour. Assis face au petit géranium, Jean-Guix lui explique. Dès son départ, les EMiens se sont mis en chantier. Ils ont dressé le bilan de l'humanité pour ne pas reproduire les erreurs du passé.
Mieux, ils ont réinventé les relations humaines, le rapport à la nature et à l'économie. En premier lieu, ils ont entouré l'école d'un dôme transparent. Grâce à cette bulle de protection, ils ont pu végétaliser l'ensemble des façades du bâtiment. Cette opération a permis d'étanchéifier le campus. Ainsi, la pollution ne passerait plus les murs. À l'intérieur, l'air deviendrait respirable, sans besoin de potions magiques. Des enseignants-chercheurs ont estimé à 3 siècles le temps nécessaire pour dépolluer l'atmosphère et pouvoir ressortir. Il a été confié aux étudiants et à la génération qui n'était pas responsable du désastre de réinventer l'économie. La monnaie ne sert maintenant plus à rien. Les étudiants veulent continuer d'enrichir les hommes, mais d'une toute autre matière. Ils construisent une économie entièrement basée sur le savoir. Chacun pourrait alors s'enrichir infiniment des autres et du passé. La visite continue. Émerveillé, Talix constate l'harmonie parfaite qui règne sur le campus. Finalement, l'EM Normandix n'a pas attendu sans rien faire. L'école a mobilisé tous ses talents pour inventer l'ère de la sagesse de l'humanité. Dans 3 siècles, demain, les générations futures d'Euémiens pourraient sortir du campus et repartir explorer la planète, différemment, en harmonie avec les éléments. Et toi, Euémien, maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu vas faire ?